Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire USG People Belgium et nous aborderons aujourd'hui le travail à domicile et le New Normal pour le futur. Le vendredi 13 mars, c'est un jour que nous n'oublierons pas directement. En quelques jours, la plupart des organisations sont passées au travail à domicile. Et le défi pour bon nombre d'entreprises est de savoir comment poursuivre dans cette voie à l'avenir. Chez USG, nous aussi, nous nous posons la même question. Il s'agit d'un exercice d'équilibre important pour trouver le juste milieu entre la continuité des activités et la productivité, le bien-être de nos collaborateurs, de nos gens et le cadre juridique approprié. Un impact sur la politique RH post-corona, sur la culture de l'organisation et sur le leadership d'une organisation. Aujourd'hui, nous souhaitons vous inspirer dans cet exercice stratégique et nous avons demandé à Claes et Engels de nous donner plus d'informations sur le cadre juridique. Et en même temps, nous accueillons également Davy Van Swaal, Senior Employer Branding and Communication Officer chez AG Insurance. Davy et son équipe ont déjà mis en place un processus de travail à domicile réussi au sein d'AG et sont désireux de partager avec nous et avec vous leurs connaissances et expertise. Ce webinaire sera enregistré, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser via la rubrique questions et réponses à laquelle nous serons heureux de répondre après la session. Et je donne maintenant avec plaisir la parole à Florence Sien de Claes et Engels. Merci. Merci Cathy. Je propose donc de commencer. Je vais lancer les slides. Je vais juste voir si les slides fonctionnent. Voilà. Eh bien, voilà, je vous propose donc sans tarder de débuter cette première partie du webinaire qui est consacrée plus aux aspects juridiques du télétravail. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et comment est-ce qu'on doit organiser tout ça. Mais vous le savez, pendant le lockdown, le gouvernement avait mis en place un système de télétravail, de travail à domicile qui était obligatoire pour toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour autant évidemment que les fonctions des travailleurs s'y prêtent. Depuis le 4 mai, le télétravail n'est plus obligatoire, mais il reste recommandé. Et pour les formalités du télétravail, le gouvernement et le SPF Emploi, dans son Q&A, avaient précisé qu'il était bien conscient que le télétravail avait été mis en place dans l'urgence et que donc il acceptait le fait que toutes les formalités en principe applicables au télétravail structurel eh bien, ne pouvaient pas être respectées puisqu'il n'y avait pas le temps, d'où l'impossibilité de conclure des conventions écrites avec chaque travailleur. Mais le SPF Emploi estimait tout de même que l'employeur avait l'obligation générale de mettre du matériel à disposition pour le télétravail et l'obligation d'indemniser les travailleurs pour leurs frais, ce qui est quelque peu contradictoire puisque cette obligation n'existe pas quand ce n'est pas du télétravail structurel mais du télétravail occasionnel et qu'on aurait pu penser que c'était occasionnel le temps du lockdown. Mais quoi qu'il en soit, c'était le point de vue du SPF Emploi. Alors, on l'a entendu il y a quelques semaines, le télétravail doit continuer à être privilégié, ce qui fait que beaucoup d'entreprises eh bien, se demandent, tiens, même après la situation de crise, est-ce qu'il ne serait pas opportun pour nous de mettre en place un régime de télétravail, d'autant qu'une enquête montre que les travailleurs sont demandeurs d'avoir la possibilité d'effectuer plus de télétravail. Il ressort d'une enquête que 6 travailleurs sur 10 veulent travailler au moins 2 jours par semaine. Il ressort aussi de cette enquête que la majorité des travailleurs ne souhaitent pas travailler 5 jours sur 5. Ils souhaiteraient avoir une alternative, un équilibre entre jours de présence au bureau et jours de télétravail, puisque les jours de télétravail eh bien, permettent une plus grande productivité selon les travailleurs, puisqu'il y a le temps de trajet en moins, en tout cas pour les nafteurs, il y a moins de stress. C'est aussi, certains travailleurs disent, plus écologique, ça évite certains déplacements. L'inconvénient du télétravail, c'est que la frontière entre le professionnel et le privé est plus restreinte, et évidemment aussi le fait qu'on voit moins ses collègues et donc que le contact social forcément n'est pas privilégié pendant les moments de télétravail. Il ressort aussi de cette enquête que beaucoup d'entreprises ne disposent pas encore d'une politique
en matière de télétravail, raison pour laquelle il nous semble important de vous indiquer, si vous souhaitez envisager une telle politique, qu'il existe en Belgique 2 types de télétravail. Il existe d'une part le télétravail structurel et d'autre part le télétravail occasionnel. Alors, on va d'abord se concentrer sur le télétravail structurel. Qu'est-ce que c'est? Le télétravail structurel, c'est vraiment une organisation du travail dans laquelle on utilise les technologies de l'information et on travaille en dehors de l'entreprise, on travaille régulièrement en dehors de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose de régulier, de récurrent. Qui n'est pas visé par cette réglementation sur le télétravail structurel? Les travailleurs mobiles. C'est qui? Ce sont les représentants de commerce, les délégués médicaux, les techniciens, par exemple, qui interviennent auprès de clients ou les infirmières à domicile. Ces personnes-là, elles ne sont pas concernées par la réglementation en matière de télétravail structurel. Alors, il est important, je vous le disais, que le télétravail s'effectue de manière régulière et donc ça s'oppose au télétravail occasionnel sur lequel on reviendra plus tard. Ça veut dire quoi de manière régulière? Ça veut dire 1 ou plusieurs jours par semaine ou 1 ou plusieurs jours toutes les 2 semaines ou certaines matinées ou certaines après-midi. Mais en tout cas, il y a une régularité, il y a une fréquence dans le cadre du télétravail structurel. Si on souhaite envisager le télétravail structurel, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, si on souhaite l'envisager pour une catégorie importante de travailleurs, il va falloir, si vous avez un conseil d'entreprise, l'informer et le consulter au préalable. Le conseil d'entreprise n'aura pas un droit de veto par rapport à cette organisation, mais il doit être informé et consulté au préalable puisque vous allez modifier les conditions de travail. Deuxièmement, vous êtes passé par le conseil d'entreprise, ça ne veut pas encore dire que le télétravail structurel peut être imposé. Le télétravail structurel, c'est vraiment quelque chose de volontaire. Et donc, ça doit être une volonté commune, tant de l'employeur que le travailleur. Ce n'est pas parce que l'employeur veut mettre en place le télétravail que le travailleur est obligé d'accepter. Ce n'est pas parce que le travailleur veut devenir télétravailleur que l'employeur est obligé d'accepter. Si on est d'accord, on doit obligatoirement conclure une convention écrite, donc un avenant au contrat de travail, ou si le télétravail est prévu dès l'engagement, ça peut figurer dans le contrat de travail initial. Dans cette convention, il y a toute une série de dispositions qui doivent obligatoirement être prises. Je vous les ai reprises sur le slide pour votre facilité. Vous voyez, c'est la fréquence du télétravail. Et éventuellement, si on sait, les jours pendant lesquels le télétravail est effectué, chaque mardi par exemple. Deuxièmement, les moments ou les périodes pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable. Les moments aussi où le travailleur peut faire appel à un support technique. On doit aussi prévoir dans la convention les modalités selon lesquelles l'employeur met l'équipement à disposition et la manière dont l'employeur rembourse éventuellement les frais liés au télétravail. Et on doit également reprendre les conditions, les règles pour un retour dans les locaux de l'entreprise. Par exemple, s'il y a un problème technique, on peut prévoir qu'en cas de problème technique, le travailleur va immédiatement rejoindre l'entreprise, par exemple, s'il n'a pas de connexion Internet et que donc il ne sait pas télétravailler. C'est écrit. Je vous le disais, ça peut être le contrat de travail ou ça peut aussi être un avenant au contrat de travail. Vous pouvez le compléter. Ce qui est repris sur le slide, ce sont les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dedans. Vous pouvez compléter cet écrit par d'autres mentions. Par exemple, les activités pour lesquelles le travailleur est attendu au bureau. Si vous ne souhaitez pas mettre ça dans une convention individuelle, vous pouvez éventuellement aussi prévoir ça dans une police qui sera d'application à tous les travailleurs. On recommande de ne pas prévoir ça dans le règlement de travail. Pourquoi? Parce que vous savez que le règlement de travail, pour le modifier, c'est une procédure assez lourde et assez importante. Et donc, il vaut mieux garder une certaine flexibilité en mettant ça dans une police plutôt que dans le règlement de travail. Alors, une question qui nous est beaucoup posée par les clients, c'est quel matériel, quelles sont mes obligations en tant qu'employeur si j'envisage de mettre en place du télétravail? Sachez que l'employeur doit mettre à disposition du télétravailleur l'équipement nécessaire. Il doit aussi prévoir l'entretien de cet équipement. Donc ça, c'est pour l'équipement. Et puis, l'employeur doit aussi rembourser les frais de connexion et de communication qui ont un lien avec le télétravail.
Si le télétravailleur utilise son propre équipement, alors là, les frais d'installation ou de maintenance, les frais d'amortissement liés au télétravail seront à charge de l'employeur. Donc, vous avez deux hypothèses. Soit vous mettez à disposition le matériel, ou soit le télétravailleur utilise son propre matériel et vous indemnisez le télétravailleur pour cette utilisation de son propre matériel. Alors, si vous êtes dans l'optique d'indemniser le télétravailleur, eh bien, quelles sont les indemnités que vous pouvez envisager? Alors, vous devez, je vous le disais, prendre en charge d'une part les frais de communication et d'autre part les frais d'amortissement, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir une indemnité qui s'appelle indemnité de télétravail. Vous devez d'abord voir si vous n'avez pas d'autres indemnités qui couvrent les frais liés au télétravail. Si vous n'avez pas d'autres indemnités qui couvrent les frais liés au télétravail, sachez que le fisc et le NSS acceptent un certain nombre d'indemnités forfaitaires. Alors, on vous les a reprises sur le slide. Ils acceptent tous deux le paiement d'une indemnité de 129,48 € par mois pour les frais de bureau. Attention, le fisc et le NSS n'acceptent ce forfait que pour les travailleurs qui effectuent régulièrement une partie de leur travail à la maison et qui disposent, dans ce cadre-là, d'un espace pour travailler. Pour les travailleurs qui disposent d'un endroit de travail chez leur employeur et qui ne travaillent que très occasionnellement, par exemple seulement une matinée toutes les 2 semaines, ce forfait de frais ne sera pas accepté par l'ONSS et par le fisc. Le NSS et le fisc acceptent aussi qu'indépendamment du montant de 129,48 € qui est vraiment prévu pour les frais de chauffage, le petit matériel de bureau, éventuellement l'amortissement, oui, pour ces postes-là, le NSS accepte que vous ajoutiez à ces 129 € un montant de 20 € pour la connexion Internet privée et que vous ajoutiez un autre montant de 20 € si le travailleur utilise son propre PC et qu'il doit en faire un usage professionnel. Ça, ce sont les forfaits de frais qui sont acceptés. Si vous souhaitez rembourser d'autres frais, alors là, ce ne sera plus de manière forfaitaire, mais cela se fera sur base de factures de frais réels. Alors, une question qui nous est souvent posée, c'est oui, mais nous, on a aussi entendu qu'on pouvait envisager d'octroyer un forfait de frais qui correspond à 10% de la rémunération brute du travailleur. Alors, c'est vrai, ce forfait est accepté par l'ONSS. L'ONSS accepte pour le moment que les employeurs payent 10%, une indemnité de frais qui correspond à 10% de la rémunération brute au prorata des jours de prestation. Donc, si le travailleur travaille 50% à domicile et 50% au bureau, on va tenir compte de ça pour calculer l'indemnité. Sachez que pour le fisc, la situation est beaucoup moins claire. Le service des rulings refuse cette disposition, alors que l'administration fiscale, le bureau central, lui, accepte dans les faits cette disposition, ce principe de 10%, ce qui fait que c'est tout neuf. Hier, il y a une proposition de loi qui a été déposée pour entériner ce principe de 10% au niveau fiscal, mais pour le moment, ça reste une proposition de loi. Je vous le disais, vous devez vérifier si vous avez d'autres indemnités. Par exemple, si vous remboursez déjà une connexion Internet, vous ne pourrez pas cumuler le remboursement d'une connexion Internet avec le forfait de frais de 20 €. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que l'introduction du télétravail aura un impact sur l'organisation des déplacements domicile-lieu de travail et sur les indemnités octroyées dans ce cadre? Oui. Pour les jours pendant lesquels le salarié télétravaille, il n'aura en principe pas droit au remboursement des frais domicile-lieu de travail. Il faudra à chaque fois évidemment vérifier la base juridique ou les conventions que vous avez conclues. Idem pour les frais de parking et pour la véhicule de société. Il va falloir voir dans votre car policy ce qui est prévu pour l'utilisation privée et professionnelle du véhicule de société. Un autre grand point qu'il faut avoir à l'esprit quand on fait du télétravail structurel, c'est que les télétravailleurs sont en principe exclus du champ d'application des dispositions de la loi sur la durée du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le télétravailleur, n'est pas tenu de respecter son horaire de travail pendant la journée de télétravail. Pourquoi? Parce que la législation sur le temps de travail ne s'applique pas. Ça veut dire donc que le télétravailleur peut en principe travailler quand il veut, le jour de son télétravail,
dans la mesure où il fait son travail et dans la mesure où il fait ce qu'on attend de lui. Ce qui fait que les employeurs nous disent, oui, mais donc ça veut dire que mon travailleur, je ne peux pas le joindre puisque c'est lui qui choisit ses heures de travail. Non, pas tout à fait, puisque la réglementation sur le télétravail précise, je vous le disais au début de ce webinaire, que l'employeur et l'employé doivent s'entendre sur plusieurs choses dans la convention, et notamment les moments ou les périodes pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable et par quels moyens. Et donc, cette mention dans la convention, elle peut être utilisée pour déterminer, dans le contrat de travail ou dans l'avenant, que le télétravailleur doit être joignable pendant les heures normales de travail, les jours où il effectue du télétravail. Et par ailleurs, on peut également soutenir que si les employés ne sont pas tenus de respecter leur horaire de travail puisque la législation sur la durée du travail ne s'applique pas, certaines heures de travail peuvent quand même être imposées par l'employeur si ça se justifie pour des raisons organisationnelles. Et donc, par exemple, si les clients doivent pouvoir contacter l'employé à certaines heures, eh bien, il peut être demandé au travailleur, y compris lorsqu'il fait du télétravail, parce que c'est une partie essentielle de cette tâche de devoir être joignable par les clients, eh bien, d'être disponible pendant certaines tranches horaires pour les clients. Ça fait vraiment partie des prérogatives de l'employeur en matière d'organisation du travail. Un autre grand point en matière de télétravail, on a examiné la convention, on a examiné l'indemnité et le matériel, on a examiné la durée du travail. Un autre grand point, eh bien, c'est le bien-être. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, selon nous, d'un point de vue juridique, si vous souhaitez introduire du télétravail pour un nombre important de travailleurs, vous devez également consulter votre comité pour la prévention et la protection au travail. Pourquoi? Parce qu'il va donner son avis sur le type d'écran, sur l'ergonomie au travail, et aussi parce que vous allez devoir mettre à jour votre analyse des risques afin de prendre en compte le fait que le télétravail structurel est organisé en votre sein. Et donc, ça peut avoir des conséquences, notamment des conséquences psychosociales pour le travailleur, un certain isolement. L'ergonomie peut aussi avoir son importance. Et vous devez par ailleurs savoir que le télétravailleur doit appliquer les politiques de sécurité qui existent dans l'entreprise et que les services de prévention interne doivent avoir accès au lieu du télétravail pour vérifier la bonne application de la législation applicable en matière de bien-être. Et donc, si le télétravail est effectué au domicile du travailleur, ce qui est très souvent le cas, cet accès par le service interne doit être soumis à une notification préalable et à l'accord du télétravailleur. S'agissant des écrans et des chaises ergonomiques, sachez que les télétravailleurs seront vraisemblablement considérés comme des travailleurs qui exercent leur fonction, à un poste de travail, on dit un poste de travail à écran de visualisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous, en tant qu'employeur, vous devez garantir le respect de certaines exigences minimales pour les postes de travail informatiques. Et notamment, bien, en termes d'écran, le télétravailleur doit avoir une image claire, stable, et l'écran doit être sur une console séparée ou réglable du clavier, ce qui signifie qu'en principe, mettre à disposition des télétravailleurs uniquement un ordinateur portable, sans deuxième écran ou sans clavier, ça ne répond pas aux critères en matière de bien-être au travail, même si une grande majorité d'employeurs, dans la pratique, fournissent uniquement un ordinateur portable à leurs employés. Idem, une question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'il faut prévoir des chaises ergonomiques? Bien là, vous allez devoir regarder votre analyse des risques. Si dans votre analyse des risques, vous avez prévu des chaises ergonomiques pour tous vos travailleurs et si le télétravail effectue une grande partie de ces prestations en télétravail, eh bien, il est possible que vous deviez fournir une chaise ergonomique aux télétravailleurs. Un dernier point en ce qui concerne le télétravail structurel, c'est un conseil qu'on souhaite vous donner, à savoir examiner votre assurance accident du travail. Pourquoi? L'accident du travail, vous le savez certainement, c'est tout accident subi par un salarié pendant ou à la suite de l'exécution du contrat de travail. Et le législateur a prévu une présomption légale selon laquelle un accident subi
par un télétravailleur, eh bien, c'est un accident qui est réputé s'être produit pendant l'exécution du contrat de travail si l'accident a lieu à l'endroit choisi par le télétravailleur pour l'exécution de son travail et pendant la période de la journée qui a été prévue comme période de travail. Donc, si pendant ces heures de travail, le télétravailleur a un accident chez lui, cela sera réputé être un accident du travail. Sachez aussi que le législateur a également prévu depuis 2018 que le trajet que le télétravailleur fait pour se rendre de son domicile à l'école ou à la crèche que fréquentent ses enfants, c'est également un trajet qui est assimilé à un trajet de travail, ce qui implique que le télétravailleur qui subit un accident dans le cadre de ce trajet sera couvert par l'assurance accident du travail. Idem pour le trajet entre le domicile du télétravailleur et le lieu où il prend ou achète ses repas. Ce qui fait qu'afin d'éviter d'éventuelles discussions sur les accidents du travail pour les télétravailleurs, on vous conseille de souscrire une police d'assurance qui couvre les travailleurs 24 heures sur 24 et d'informer explicitement votre assureur du fait que les travailleurs assurés effectuent du télétravail structurel. Ça, c'est pour le télétravail structurel. Le deuxième grand régime qui existe en Belgique, c'est le télétravail occasionnel, qui est soumis à des règles beaucoup moins strictes que le télétravail structurel. Le télétravail occasionnel, c'est quand? Eh bien, c'est vraiment une hypothèse complètement différente. On fera appel au télétravail occasionnel dans des cas vraiment exceptionnels, à savoir en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, on pense à une grève de train où le travailleur attend la visite d'un technicien chez soi. Le technicien est disponible à 11 h du matin. Il fait du télétravail dans l'attente de la visite du technicien. On pense à une visite chez le dentiste qui a lieu en plein milieu de la journée. Ça, ce sont les hypothèses dans lesquelles le télétravail occasionnel peut être envisagé puisque c'est vraiment quelque chose qui n'est pas régulier mais très ponctuel. La procédure est beaucoup moins lourde puisque le travailleur va vous formuler la demande. Il n'y a aucune obligation pour le travailleur de formuler sa demande par écrit. Ça peut même être donc effectué de manière orale. L'employeur a le droit de refuser. S'il refuse, par contre, là, il devra le faire par écrit, mais ça ne doit pas nécessairement être un courrier recommandé. Ça peut aussi être un email dans lequel on refuse et on conseille d'expliquer pourquoi on refuse, ne fût-ce que dans une optique de bonne gestion des ressources humaines. Le refus, il doit être communiqué, je vous le disais, au travailleur par écrit. S'il y a un accord, eh bien, il faut s'accorder sur les aspects suivants. Est-ce que l'employeur va mettre ou non du matériel à disposition, sachant que à la différence du télétravail structurel pour le télétravail occasionnel, il n'y a aucune obligation légale. Il faut s'accorder sur la disponibilité du travailleur pendant le télétravail occasionnel et est-ce que oui ou non, on va rembourser les frais, sachant qu'il n'y a aucune obligation légale. Alors nous, dans ce cadre, généralement, on recommande à nos clients d'établir un cadre général pour le télétravail occasionnel et on recommande d'insérer ce cadre à nouveau dans une police. Certaines entreprises travaillent avec une CCT puisqu'elles ont la culture de la CCT. La police permet toutefois une certaine flexibilité puisqu'elle peut être amendée sans devoir absolument recourir à la concertation sociale pour modifier une CCT ou pour modifier un règlement de travail. Alors voilà pour les différents types de télétravail et la manière de les instaurer dans l'entreprise. Un dernier point qu'on veut aborder avec vous, puisqu'on le sait, quand on dit télétravail, on dit également un certain manque de visibilité sur ce que font les travailleurs. Et donc, ça implique évidemment la question du contrôle. L'idée ici, c'est vraiment de trouver un équilibre entre, d'une part, le droit de contrôle de l'employeur et d'autre part, le droit à la vie privée du travailleur, et ce, d'autant plus depuis que le règlement général sur la protection des données a sorti ses effets. Alors nous, notre conseil, c'est vraiment de faire preuve d'un maximum de transparence et d'adopter des règles internes
pour l'utilisation et le contrôle des emails qui seront portés à la connaissance des travailleurs, comme par exemple via des notices vie privée. Et donc, si vous avez déjà en votre sein des notices vie privée, il faudrait examiner si vos notices vie privée contiennent tous les éléments qui sont désirés dans le cadre de cette politique de contrôle, sachant aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de contrôle de contenu des emails et de contrôle des sites Internet qui sont consultés, puisque vous savez peut-être que la matière est notamment régie en Belgique par la CCT 81, qui prévoit notamment une information et consultation du conseil d'entreprise pour mettre en place la possibilité de contrôle du contenu des emails par l'employeur. Et une fois qu'on a mis en place cette possibilité de contrôle, sachez qu'il y a différentes hypothèses qui permettent un contrôle, mais qu'a priori, le contrôle d'un email individuel ne pourra pas avoir lieu immédiatement. Vous devrez d'abord passer par un contrôle plus globalisé du contenu des emails. Ça, c'est pour l'aspect contrôle. Sachez aussi que le RGPD impose à l'employeur de prendre toutes les mesures de sécurité organisationnelles et techniques pour assurer que les données à caractère personnel qui sont traitées en son sein, que leur intégrité ne soit pas compromise. Et donc, il faudra faire attention dans le cadre du télétravail, de mettre en place des mesures de sécurité informatique renforcées. Tout d'abord, afin de s'assurer du respect du RGPD, mais aussi pour se prémunir contre les risques élevés de piratage. Et on l'a vu, ces risques de piratage, ils se sont concrétisés et ils sont en hausse constante dernièrement de par l'utilisation de certains sites de vidéoconférence. Donc, il va aussi falloir, je pense, former vos travailleurs pour leur dire qu'en cas de télétravail, certaines règles de base doivent être respectées, notamment faire attention parce qu'avec les caméras, on voit beaucoup de choses. Donc, il ne faudrait pas que les dossiers qu'ils traitent avec des données confidentielles ou même des données à caractère personnel soient visibles via les caméras. Et donc, il va y avoir non seulement un travail d'organisation et de mise en place de mesures techniques et organisationnelles, mais aussi un travail de formation de vos travailleurs pour les sensibiliser au risque de piratage et au risque de divulgation de données à caractère personnel de par certains travailleurs qui peuvent être distraits lorsqu'ils ont des vidéoconférences. Voilà qui clôture pour ma part les aspects juridiques du télétravail. Et maintenant, je vais volontiers passer la parole à Davy pour le télétravail, pour l'expérience du télétravail chez AG. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle donc Davy Van Swaal. Je vais vous parler de l'histoire du télétravail chez AG. En fait, ce qui n'est pas la vérité ou le seul chemin à suivre quand on parle de télétravail, mais c'est un chemin personnalisé de notre entreprise qui a tout à voir avec notre stratégie d'entreprise et notre culture. Et ce sont deux éléments importants à retenir tout au long de cette histoire. Mais peut-être qu'on va tout d'abord parler un tout petit peu de l'entreprise AG, qui est un assureur. On est le plus grand assureur en Belgique à ce moment. On a des clients particuliers, mais on a aussi les petites et moyennes entreprises et les grosses boîtes. On est actif dans le secteur des assurances, dans les assurances vie, non-vie et les assurances groupe. Et à part vendre des produits et des services reliés aux assurances pures et simples, on a aussi quelques services, disons, de support dans le domaine de l'assistance, des réparations, des dépannages et de plus en plus en matière de prévention. Chez AG, on a 4400 employés, donc on est assez nombreux. Et notre organisation, en fait, reflète tout à fait nos activités parce qu'on a trois grands départements, business lines, on les appelle. Ce sont les assurances vie, les assurances non-vie et les assurances groupe. Et on a aussi de plus petits départements de support qui servent à donner du support en termes HR, en termes IT, aux gros départements qui en fait sont le lien entre les clients finaux et notre entreprise. C'est important à retenir parce que là, on dit clairement que dans l'organisation,
on sait aussi que HR, IT sont ou travaillent en service des gros départements. Bien sûr, on a une stratégie propre chez HR aussi, mais la finalité, c'est qu'on donne, c'est qu'on soutient les business lines à faire ce qu'ils font le mieux, donner du soutien quotidien aux clients. Nos 4400 employés ne travaillent pas seulement à Bruxelles, on a aussi des bureaux à Anvers et à Liège. Et on a aussi quelques petits centres commerciaux qu'on retrouve à travers la Belgique. Donc, on a en fait une décentralisation chez AG dans le domaine des activités, mais aussi une décentralisation géographique, ce qui est important à retenir. La promesse de marque d'AG, c'est supporter de la vie. Vous vous souvenez peut-être de l'autruche qui a dominé les écrans télé il y a quelques mois avec le slogan Live your life to the fullest, vivez pleinement votre vie. C'est en fait la traduction commerciale de notre promesse de marque supporter de votre vie. Mais cette promesse de marque ne vaut pas seulement pour les clients, mais aussi pour les employés et pour d'autres parties prenantes. Et vous voyez ça clairement dans notre stratégie. On a supporter de votre vie, bien sûr, on est supporter de la vie des clients, mais aussi, comme vous voyez, des employés. Et à droite de la stratégie, vous voyez en fait nos 3 objectifs stratégiques. Une expérience client fantastique, offrir des produits et des services dans le domaine de la prévention, de l'assistance, de la protection avec des partenaires. Et en vert, vous voyez comment on compte le faire. Donc, en étant aidé par la technologie, on est en plein de données sur nos clients pour qu'on puisse leur offrir un service personnalisé et avec une organisation qui est orientée vers le futur, Future-Proof Organization. Et là, à nouveau, on est en plein dedans la stratégie HR qui soutient en fait la stratégie globale d'AG. Quand on parle d'une organisation Future-Proof, on veut surtout stimuler nos employés à prendre des initiatives. On veut qu'ils se sentent bien, qu'ils se développent, qu'ils se sentent inspirés et soutenus dans la réalisation de leurs ambitions, qui cadrent aussi dans les ambitions de l'entreprise. Et on veut leur offrir un environnement de travail physique et digital de haut niveau. Ça, c'est important à retenir parce que ça nous amène immédiatement à la stratégie HR. En fait, on a concrétisé toutes ces ambitions HR dans une histoire, une vision qui s'appelle un EVP. Un EVP, c'est l'employer et l'employee. C'est pour cela qu'on parle de E-Square VP, donc Employer et Employee Value Proposition. Ce sont nos objectifs en termes d'HR. Dans ce petit texte, on explique quelle est notre offre envers les employés actuels et futurs, mais on explique aussi ce qu'on attend d'eux. Et dans l'avant-dernier paragraphe, vous voyez aussi qu'on veut leur offrir un environnement de travail chaleureux et inspirant. Et bien sûr, on a des projets HR. Chaque année, on a le business plan HR et des projets qui servent à soutenir ces ambitions HR, dont le FlexiWork, Revisiting FlexiWork, c'est écrit à la fin du slide. En fait, le développement d'une nouvelle vision sur le télétravail, parce que chez AG, le télétravail n'est pas nouveau. On a déjà commencé à télétravailler chez AG en 2012. On a commencé à faire une nouvelle démarche en 2019. Et alors, on a eu la crise du corona et maintenant, on se trouve dans une situation qui est, je pense, semblable à la vôtre. Nous aussi, on veut faire une nouvelle démarche et on est en train d'examiner et d'envisager les options. Mais je vous amène d'abord en 2012, où nous avons eu un gros projet qu'on a fait à 2 niveaux en fait. On a tout d'abord eu un projet sur l'aménagement de nos bureaux physiques et un deuxième projet qui était instaurer le télétravail chez AG. L'idée, c'était de changer notre façon de travailler et de collaborer de façon physique et de façon digitale.
Pourquoi est-ce qu'on a réaménagé nos bâtiments? Ben, dans le temps, on avait déjà des bureaux assez modernes, mais un bureau était un bureau et tous les bureaux étaient semblables, tandis que les besoins de nos employés n'étaient pas toujours les mêmes. Et les chambres ou les salles de réunion, là, on voyait la même chose. On voyait le même type de salle partout. Tandis que quand on pense au bien-être des gens et à leur productivité, à leur efficacité, c'est mieux d'avoir une divergence, d'avoir plus de variations entre les différents lieux de travail pour que les gens puissent se mettre là où le lieu de travail est le plus adapté aux tâches à faire à ce moment-là. Donc, chez AG, on a le principe de flexi-work. Les gens se mettent lors de la journée où ils se sentent le mieux pour faire leur travail. Et on a des zones de travail différentes maintenant. On a par exemple les open desks. Là, c'est une photo de 2012. On a plus de couleurs maintenant chez AG, mais c'était plutôt le vert en 2012. Donc, on voit des open desks. Là, c'est pour une interaction modérée. Donc, on peut parler aux collègues en face de soi. On peut téléphoner avec des collègues, des clients. Là où il faut qu'on fasse moins de bruit, c'est dans les desks acoustiques. Là, on se met vraiment quand on veut se concentrer et qu'on veut qu'on nous laisse tranquille pour bien se concentrer sur une tâche bien spécifique. Mais par contre, parfois, on a besoin de plus d'interaction. Par exemple, si on travaille en mode projet et qu'on doit collaborer assez activement ensemble, on a des tables interactives, des tables de projet où les gens se mettent par exemple, un jour par semaine, et là, ils collaborent très activement et peut-être que le jour d'après, ils se mettent à un open desk ou dans un bureau acoustique pour, je ne sais pas, écrire le compte-rendu d'une réunion. Donc, on a des endroits de travail flexibles. Aussi, dans les offices, ce sont des petits bureaux, des petites salles de réunion. Les offices, on peut les réserver. Donc, si on a une réunion de 2 personnes, on se met dans une office. Mais on a aussi des bubbles qu'on ne peut pas réserver, mais où on se met quand on veut discuter en privé avec 2 ou 3 personnes. Dans le temps, tout se faisait ou bien dans une grosse salle de réunion ou bien au bureau où on dérangeait ses collègues. Point de vue productivité, point de vue collégialité, c'était pas top. Quand on parle de télétravail chez AG, il est important de noter qu'on veut vraiment trouver un équilibre entre l'empowerment, la responsabilisation de nos employés et les résultats business, la productivité et l'efficacité. Et c'est bel et bien HR qui, en fait, conceptualise un cadre, mais ce n'est pas HR qui fait tout le travail parce que je vous ai dit, on travaille pour les business lines, on travaille en soutien de l'entreprise, de toute l'entreprise pour qu'on achève nos ambitions stratégiques. Et donc, HR rédige un cadre, mais ce sont les équipes qui, en fait, peuvent interpréter ce cadre et s'organiser eux-mêmes sur un niveau plus détaillé. Donc, HR propose un cadre et les équipes ont des libertés dans l'interprétation de ce cadre et donc ils s'organisent de la façon qui correspond le mieux à leurs propres activités. Ça, c'est l'idée. Le principe de subsidiarité est vraiment très important là-dedans. Mais bien sûr, comme Florence l'avait dit aussi, chez AG, on a rédigé une police pour donner forme, pour formaliser ce cadre. Et la première chose qu'on a mis là-dedans, c'est que le télétravail n'est pas un droit ni une obligation. Ce qui veut tout simplement dire qu'en tant qu'employeur, on ne peut pas obliger nos employés à travailler de la maison, mais par exemple, les employés non plus ne peuvent pas renoncer à certaines réunions, à des tâches à faire, parce qu'ils doivent se rendre au bureau, tandis qu'ils avaient prévu une journée de télétravail. Donc ça vaut dans les deux sens. Bien sûr, si on veut télétravailler, il faut tout d'abord qu'on ait la possibilité de travailler, qu'on ait une fonction qui est adaptée au télétravail. Par exemple, si on est réceptionniste chez AG, on ne peut pas le faire de sa maison. Si on est infirmier chez AG, on ne peut pas le faire de la maison. Si on travaille dans la cuisine, c'est assez difficile de le faire de chez soi.
Donc, c'est pour des tâches bien déterminées ou des fonctions bien déterminées, mais en fait, 95% des employés âgés peuvent travailler de la maison et à travailler de la maison lors de la crise du corona. Ce qui est important à noter aussi, c'est qu'on évalue. Et il faut que les gens soient capables de bien travailler de façon autonome. Et ça, c'est la responsabilité du manager à décider si une personne est assez autonome pour travailler de la maison. Si le manager estime qu'il y a un souci possible, ça ne veut pas dire que cette personne n'aura jamais le droit de travailler de la maison, mais ça veut dire qu'il y aura du soutien additionnel à apporter. Peut-être que on va envisager une formation, qu'on va aider cette personne de plus près, ou bien elle travaille déjà de la maison et on la soutient, ou bien on lui demande de ne pas travailler de la maison jusqu'à ce qu'on pense qu'elle est vraiment prête à le faire d'une façon autonome et dédiée. Bien sûr aussi, on a des évaluations annuelles et il faut qu'on ait des prestations, un score satisfaisant. Ça ne veut pas dire que seulement les top 10% de la classe ont le droit de télétravailler, mais ça veut dire à nouveau que le chef, le manager, doit estimer qu'un employé est capable de travailler de la maison et de le faire d'une bonne façon. On prévoit aussi des outils IT pour les gens. Tout le monde âgé qui travaille de la maison dispose d'un ordinateur portable, d'un chargeur, bien sûr, d'un clavier, d'une souris et d'un écran. Un écran à part. Et pour certaines fonctions, par exemple les gestionnaires qui travaillent beaucoup dans des logiciels qui sont basés sur mainframe. Et là, vraiment, c'est beaucoup plus facile de travailler dans un logiciel pareil si on a un plus grand écran que normal. Donc, par exemple, les gestionnaires, on a des écrans plus larges qui sont livrés à la maison. Pour les sales, par exemple, qui sont souvent chez les clients, eux, ils n'ont pas d'ordinateur portable, mais ils ont une tablette avec un écran tactile, par exemple. Eux, ils ont aussi une imprimante à la maison parce qu'il faut qu'ils soient capables d'imprimer des contrats pour que les clients puissent les signer. Les autres employés, comme moi, nous, on n'a pas d'imprimante à la maison et on n'a pas non plus la possibilité de brancher notre imprimante personnelle à notre ordinateur âgé. Et ça a tout à voir avec le respect des données privées et l'information security, la sécurité des informations. Une autre convention CAG, ce sont les heures de travail. Florence l'avait évoqué aussi. Chez AG, en fait, on a des heures, disons, obligatoires, des heures clés dans lesquelles tout le monde est au bureau. Chaque jour, de 9h30 à 12h, tout le monde est au travail. C'est une convention à travers toute l'entreprise qu'on travaille au bureau ou à la maison. De 9h30 à 12h et de 14h à 16h. Les heures avant, après ou sur l'heure de midi, là, on a la flexibilité. Peut-être qu'on peut commencer à travailler à 9h30. On doit faire en moyenne 7h14 par jour. Donc, si on commence à 9h30, on va travailler plus tard le soir. Si on commence à 7h, on peut s'arrêter à 7h30. On peut s'arrêter à 16h, aucun problème. Les heures de travail doivent être prestées chez AG entre 6h30 le matin et 19h30 le soir. Et on a même un peu élargi l'horaire de travail pour donner plus de flexibilité à nos employés lors de la crise du corona, pour qu'ils puissent combiner de façon, disons, plus efficace la vie professionnelle et leur vie privée. Et dernier point qui est aussi repris dans le téléwork, à part des petits points génériques qui valent toujours, c'est que le département et le manager direct a toujours son mot à dire sur l'organisation du travail. Donc, il faut toujours se mettre d'accord avec son manager, avec ses collègues, quand on travaille de la maison pour planifier le jour de travail. Et vous pouvez vous imaginer que tout le monde veut travailler de la maison le vendredi, mais ça ne va pas marcher. Donc, il faut qu'on soit bien d'accord. Et c'est la responsabilité du manager de l'équipe de faire de sorte qu'il y a une bonne organisation. Comment eux, ils le font, ce n'est pas HR qui va déterminer. HR va dire,
le télétravail, par exemple, c'est 1 jour par semaine et après, c'est aux équipes de déterminer comment ils s'organisent pour donner l'occasion à tout le monde qui peut travailler à base de sa fonction de le faire effectivement. En 2019, on avait démarré un projet pilote pour entrer en fait dans la phase 2 du téléwork. Là, on voulait voir si pour certaines fonctions, et surtout des fonctions en operations, donc les fonctions en gestion, si les gens ne pouvaient pas travailler de la maison 2 jours par semaine. Tout comme en 2012, on avait élaboré tout un trajet d'accompagnement pour d'abord préparer les gens à le faire, pour aider les managers à organiser leurs équipes. On avait instauré des enquêtes aussi dans le processus pour voir, par exemple, comment est-ce que les gens se sentent maintenant, comment ils se sentent après 2 mois de télétravail sur un rythme de 2 jours par semaine. Donc, pour bien évaluer la chose, pour évaluer l'impact et la façon de travailler, même l'organisation du travail. Donc, un gros projet qui avait démarré et on allait maintenant instaurer ça dans de plus en plus d'équipes. Et alors est venue la crise du corona qui a tout changé, comme ça, je suppose que ça a aussi été le cas dans votre entreprise. Mais dans cette approche en 2019, on a bien déterminé qu'on ne voulait pas qu'une deuxième journée de télétravail soit instaurée pour, par exemple, économiser sur les bâtiments. Ce n'était pas un objectif. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? En fait, c'est pour toute une gamme de KPI. Premièrement, on parle toujours de productivité et de qualité. Si on organise le travail autrement, c'est pour que on puisse toujours livrer un service à nos clients qui est vraiment au point et pour que nos employés se sentent bien aussi. Parce que si nos employés se sentent bien dans leur job, alors on aura aussi des clients contents. Si les employés ne se sentent pas bien, s'ils ont des difficultés à effectuer le travail, tôt ou tard, on va l'avoir dans le service aux clients aussi. Donc, il y a plein de choses dont on tient compte. On a la productivité et la qualité, bien sûr, qui est mesurée par les équipes mêmes. À niveau HR, on compte vraiment dans l'avenir aussi évaluer l'impact sur l'absentéisme, sur le team spirit. Je vous ai dit que la culture chez AG est vraiment importante, mais chez AG, il faut savoir qu'on a une vraie culture de concertation. C'est très bien parce que les gens se sentent vraiment impliqués. Le désavantage d'une culture de concertation, c'est qu'on a des réunions à mort et qu'on se concerte parfois un peu trop. Mais ça fait partie de la culture AG et on ne peut pas renoncer à sa propre culture quand on change son organisation du travail. On veut aussi mesurer que, avec les enquêtes, que les gens se sentent vraiment responsables de leur boulot, qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils ont leur propre fonction bien en main. Et on capte donc ce feedback. Bien sûr, on sait aussi que si on travaille de la maison et si on a une organisation de travail qui est bien moderne, que ça va augmenter notre attractivité sur le marché du travail. Ça va nous aider dans la rétention de nos employés actuels, mais ça va aussi nous aider à embaucher des talents pour l'avenir. Et on a aussi des avantages qu'on appelle plutôt des avantages collatéraux, parce que s'il y a moins de gens qui se rendent au bureau, il y a notre empreinte CO2 qui va forcément diminuer et peut-être qu'à terme, on va pouvoir optimiser l'usage des bâtiments et donc de l'espace. Mais ça, ce sont des avantages possibles collatéraux, ce n'est pas le but. Donc, on s'organise à faire de la meilleure façon possible le boulot qu'on doit faire et si ça apporte d'autres gains, c'est bien fait, mais ce n'est pas le but de l'entreprise. Alors, je vous ai parlé de la crise du corona qui a en fait tout changé. Du jour au lendemain, on a travaillé de la maison à temps plein, à 4400 employés. Et la crise du corona nous a appris plusieurs choses. Elle a confirmé la créativité de nos employés, elle a confirmé la flexibilité, mais elle a aussi bel et bien démontré que
AG de soi-même n'aurait jamais instauré une organisation de travail de télétravail à temps plein. Parce qu'on trouve et on constate aussi que c'est trop éloigné de notre culture d'entreprise. Aussi, maintenant, à ce moment, on travaille 4 jours par semaine de la maison. On vient au bureau 1 jour par semaine. Chez AG, on a décidé d'en faire une journée d'équipe. Donc, on vient au boulot pour voir les collègues avec qui on collabore étroitement ensemble. Parce que là, on voit qu'il y a une plus-value. Et donc, dans l'avenir, on veut chercher une organisation de travail qui est basée sur la plus-value, qui, en fait, on veut mettre en question comment est-ce qu'il faut qu'on fasse le travail. Pourquoi est-ce qu'on vient au bureau et comment venir au bureau apporte-t-il une valeur ajoutée pour l'employé, pour l'équipe et pour l'entreprise, et toutes les autres choses, on pourrait les faire de la maison. Question, si on traduit en jours de présence au bureau et jours de télétravail, quelle est en fait la relation entre les deux? Ça, il faut encore déterminer. Mais c'est un exercice très difficile à faire qu'on va faire ensemble avec nos collègues. Mais on va donc vers un New Deal chez AG aussi, où les principes de base seront une conscience augmentée du temps, donc qu'on passe son temps à l'endroit où on a le plus possible de valeur ajoutée pour soi-même, pour l'équipe, pour l'entreprise et finalement pour les clients. Et l'idée, c'est que nos bureaux doivent vraiment devenir un endroit de rencontre, d'échange de connaissances, d'échange informel aussi, un environnement d'innovation, de concertation, et que les autres choses, disons des tâches plus administratives ou des autres choses qui requièrent moins de contact physique, que ces tâches-là, on les fasse de la maison. Mais comment le faire en pratique maintenant, dans l'avenir, ça c'est un exercice stratégique qu'on vient d'entamer maintenant chez AG aussi. Mon histoire, je vous remercie. Merci Davy et merci à Florence. Je m'appelle Else et je travaille chez USG People au service juridique. J'ai reçu beaucoup de questions, 44 questions, surtout sur l'indemnité de frais. L'indemnité de frais en cas de télétravail. Est-ce que où est-ce qu'on se trouve maintenant, hein? Il y a encore beaucoup de sociétés qui appliquent le télétravail pour raison de Covid, hein? Est-ce qu'on est obligé de prévoir maintenant déjà un addendum au contrat, un police, ou prévoir une indemnité des frais de télétravail? Florence, vous m'avez entendu? Voilà, excusez-moi, j'étais en... Oui, oui, c'est un petit peu la zone grise. Je crois que la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que après... Florence, est-ce que tu peux adapter ton caméra, s'il vous plaît? Oui, voilà. Oui, je disais, c'est un petit peu la zone grise. La première chose que vous devez vous poser, c'est est-ce que après la période Covid, je vais ou non mettre en place du télétravail. Si vous allez mettre en place du télétravail après la période Covid, vous devez déjà maintenant, le plus rapidement possible, commencer à organiser vos conventions. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va limiter le risque de discussion. Pour le moment, vous devez de toute façon indemniser vos travailleurs pour les frais. Le SPF l'a imposé. Donc, cette indemnité, elle doit être octroyée. Et si vous mettez en place du télétravail structurel, vous allez aussi devoir dédommager les travailleurs. Et donc, je pense que tant que vous n'aurez pas... vous devez entamer le chantier au plus vite et dans l'intervalle, continuer à appliquer les règles Covid. Ça pourra encore se défendre. Mais ce sera évidemment à chaque fois une situation au cas par cas. Ok, très bien.
pour indemniser les frais, est-ce qu'on peut prévoir qu'on paye les factures des travailleurs? Est-ce qu'on peut les envoyer chez les IKEA pour acheter un bureau, une chaise ou Oui, alors en fait, il y a deux moyens. Il y a soit on le fait de manière forfaitaire en se disant qu'administrativement c'est plus facile, ou soit on le fait effectivement sur base réelle, sur base de présentation de factures. Et donc là, effectivement, le travailleur remet ses factures et si ce sont des factures justifiées dans le cadre du télétravail, et donc oui, une belle œuvre d'art pour décorer le bureau, ça risque de ne pas passer et de ne pas être considéré comme une facture dans le cadre du télétravail, mais on peut aussi rembourser sur base réelle et non pas forfaitaire. OK. Et est-ce qu'on parle de, ou est-ce qu'on pourrait parler de télétravail structurel si on dit voilà une journée par mois? Est-ce que ça suffit? À partir du moment où si c'est récurrent une fois tous les mois, oui, si c'est organisé comme ça. Maintenant, si c'est tous les mois le deuxième mercredi du mois, ce sera du télétravail structurel. Si on dit c'est maximum une fois par mois, si tu as un bon motif, là, ça deviendra plus de l'occasionnel. Ça dépend un petit peu comment c'est organisé. OK, voilà. Si on parlait de cette indemnité de 129 € acceptée par le fisc, est-ce que cela c'est proratisé selon la durée de travail ou est-ce que c'est un forfait? Alors, dans le cas du Covid, c'est un forfait. Après, si vous mettez en place du télétravail structurel, il va falloir voir quel va être l'horaire de travail du travailleur. Si le travailleur effectue majoritairement ses heures de travail dans son entreprise, ce forfait ne sera pas accepté. C'est vraiment pour les travailleurs qui travaillent principalement de chez eux et qui, dans ce cadre, ne sont pas soumis à la durée du travail. Le plus sûr, évidemment, c'est si vous êtes dans une situation intermédiaire, d'envisager un ruling avec l'administration fiscale pour voir ce qui est accepté comme forfait de frais. Ah, OK. Un ruling, c'est toujours mieux. Oui, tout à fait. OK. Une question aussi intéressante. Voilà, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on risque, si on a continué à payer les indemnités de frais de déplacement pendant la période Covid ou même pendant la période de télétravail structurel, est-ce qu'on peut continuer à indemniser l'abonnement social pour le train, le bus ou est-ce que c'est un risque ou c'est une obligation? Si on paye, si on rembourse le trajet, en principe, le travailleur, forcément, pendant le télétravail, n'a plus fait de trajet. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a un risque au niveau de la sécurité sociale à voir au cas par cas, mais il n'y a pas de raison de rembourser des trajets si les trajets n'ont pas été effectués. Oui, OK. Alors, une dernière question, le travail à domicile. Le domicile, enfin, le lieu de travail, ça peut être à la mer, aux Ardennes, même en France, dans un hôtel en juillet? Le télétravail, c'est pas évident, mais le télétravail n'est pas toujours égal au travail à domicile. Mais je vous le disais, dans le cadre du télétravail, le conseiller le service interne, de prévention doit avoir accès au lieu de travail pour être sûr que le lieu de travail est conforme aux exigences. Donc, a priori, en tout cas, ça peut pas être différent tous les jours. OK. OK, merci beaucoup. J'ai deux questions pour Davy. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé au onboarding, l'introduction d'un nouvel engagé? Est-ce que vous voyez là une difficulté ou est-ce que le télétravail pour eux, ce sera possible dès le premier jour? Comment vous voyez cela? Oui, à ce moment, chez AG, normalement, quand on entre en service, on ne peut que télétravailler qu'après 1 an. Donc, parce qu'on dit que ça prend 12 mois à apprendre à connaître l'entreprise, ses collègues, sa fonction, son travail. Et après, je vous ai dit que l'autonomie est une des critères pour pouvoir accéder au télétravail. Donc, ça, c'est une chose. Bien sûr, la crise du corona a un peu tout changé. Là aussi, maintenant, on a eu des nouveaux recrues qui sont entrés en service quand tout le monde était en train de télétravailler. Ouais. Ces gens-là ont télétravaillé à partir du 2e jour au boulot, donc c'est très tôt. Là, ça a vraiment été un défi pour nos équipes.
et il y a, en fait, l'approche est à deux niveaux. On a une approche centralisée, une approche décentralisée. En termes HR, normalement, on a une journée d'accueil où on accueille par exemple 30 personnes qui feront partie de différentes équipes, mais on les accueille au même endroit, au même moment. On leur donne une intro d'AG, quelques présentations. Ils viennent chercher leur boulot, leur équipement IT et après, ils partent dans leurs différents départements. Ça, c'est une journée d'accueil classique chez AG. Maintenant, parce qu'on a la crise du corona, on a du tout dispersé. Donc là, on a demandé aux managers des équipes, donc aux managers des nouveaux recrues, d'être présents, de fixer un rendez-vous avec le nouveau recrue pour faire une journée d'introduction donnée entièrement par le manager direct. Parfois, c'était une demi-journée, parfois, c'était une journée complète. C'était le manager qui, avec son nouveau recrue, allait chercher l'équipement IT. Et à partir du deuxième jour, le nouveau collègue travaillait de la maison, mais les équipes avaient aussi envisagé des rencontres digitales avec les nouveaux collègues pour quand même commencer l'intégration dans l'équipe, pour commencer les explications du boulot, pour commencer les formations. Et maintenant, par exemple, s'il y a des formations organisées, les gens, quand ils se rendent au bureau, normalement, chez AG, maintenant, on travaille un jour par semaine au bureau, mais on peut y aller plus fréquemment si on désire ou si besoin en est. On a pris plein de mesures de prévention pour que les bureaux vraiment sont un endroit sûr. Et là, on organise maintenant aussi des formations physiques, mais toujours en petits groupes, en respectant la distanciation sociale. Donc, c'est un vrai défi, mais on essaye de combiner là aussi les interactions physiques aux interactions digitales. On ne croit pas du tout en un trajet d'onboarding d'intégration digitale. On ne croit pas non plus que ça reflète l'entreprise AG, mais on s'adapte à cette nouvelle réalité. Ok, merci. Une dernière question. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial au niveau de formation pour vos managers? Oui, en fait, quand on devient people manager chez AG, on suit déjà un trajet de formation. On peut suivre un trajet de formation préparatoire. Par exemple, moi, je ne suis pas people manager, mais si j'aurais l'ambition, je pourrais déjà suivre une formation à me préparer à une position future dans le people management. Mais une fois qu'on est devenu people manager, on a une première formation de base. Et après 3 ans, on a une autre formation qui en fait complète la première formation. De plus, on a aussi des formations concrètes, une offre de formation à laquelle les people managers peuvent s'inscrire, par exemple, s'ils veulent apprendre plus encore sur le remote work, sur le télétravail et comment soutenir mes collègues, mais peut-être aussi comment contrôler ces collègues, parce que peut-être que les people managers se demandent comment contrôler, alors on va leur apprendre que ce n'est pas une question de contrôler, mais de donner confiance et de monitorer et suivre les résultats. On apprend tout ça dans des formations dédicacées alors, qui sont accessibles à tous les people managers. Et c'est aussi quelque chose qu'on traite, par exemple, dans les évaluations annuelles, parce que chaque année, quand on a son évaluation, on parle aussi du développement personnel des gens, et donc on parle aussi de formations à suivre au cours de l'année suivante. Ok, très intéressant. Je vois qu'il est 13h05. On a reçu plusieurs questions et ils arrivent toujours. On va faire un Q&A, un Frequently Asked Questions qu'on va envoyer dans les semaines qui suivent à vous. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire au niveau de télétravail et je vous souhaite tous beaucoup de succès avec l'élaboration de votre police. Merci à Davy et merci à Florence. Au revoir.
denk dat het klaar is.